Et pour se comprendre, que faut-il? Il ne faudrait pas que chacun vive dans sa sphère. Que les métropolitains vivent à part, qu'ils ne prennent part à aucune de nos manifestations et que les Africains eux-mêmes restent isolés des métropolitains. Pour se comprendre, il faut se rapprocher. Et si on ne se rapproche pas, eh bien, on nourrit des préventions les uns contre les autres. Les Africains ont le sentiment que, quoi que disent les métropolitains, ils veulent continuer à les gruger. Et les métropolitains se disent, eh bien, les Africains montent des coups, ils veulent peut-être nous chasser. Mais alors, au lieu que nous vivions les uns et les autres sur nos préventions, pourquoi ne pas instaurer le langage direct? Pourquoi ne pas instaurer le dialogue? Qu'on discute, même si on n'est pas d'accord, mais qu'on discute, et je suis convaincu qu'on arrivera toujours à se comprendre. Parce qu'il faudrait simplement que de part et d'autre, il y ait de la bonne foi et surtout la volonté d'arriver à un accord. Voilà, mesdames et messieurs, le langage que j'ai tenu à vous dire pour que vous compreniez qu'il n'est pas dans les intentions du Soudan, dans les intentions du Mali, quel que soit le degré d'évolution auquel ils parviendront, eh bien, à rompre avec la France, à rompre avec les Français, parce que nous ne gagnerons pas à cette rupture. Nous avons à nos frontières un exemple, c'est celui de la Guinée. Le départ de la Guinée, eh bien, Africains et métropolitains en portent la responsabilité. Sékou Touré aurait voté oui. Il serait entré dans la communauté s'il avait la conviction qu'après le référendum, nous arriverions à faire la fédération d'AOF. Et je le sais d'autant plus que 15 jours avant le référendum, à Ouagadougou, il nous a dépêchés ceux qui étaient les plus exaltés. Le président de l'Assemblée, son propre frère, ministre des Travaux publics, et un autre ministre pour nous demander de provoquer une réunion au sein du RDA pour lui imposer le vote qui sera décidé par le parti et surtout lui donner la preuve qu'après le référendum, nous maintiendrions l'ancienne fédération. Malheureusement, nous n'avons pas pu lui donner cette assurance par l'opposition systématique de notre président de l'époque, Houphouët-Boigny. Et c'est ce qui a fait que dans l'incertitude de l'avenir des États africains, compte tenu de l'expérience de l'Amérique latine et du Proche-Orient, que Sékou à ce moment a dit, aventure pour aventure, il vaut mieux tout de suite rompre et prendre mon indépendance. Et c'est ainsi qu'il est parti. C'est la raison pour laquelle je pense que si l'on peut éviter des situations semblables à celles de la Guinée, si l'on doit créer des heures difficiles pour ensuite chercher les moyens de se retrouver, si on peut les éviter, pourquoi? Eh bien, ne pas faire le sacrifice de ces difficultés dès le départ. Je disais que le général de Gaulle a été l'homme providentiel pour la France. C'est exact parce que la 4e République a fait beaucoup de mal, surtout dans les pays qui ont été d'anciennes colonies françaises. Pendant plus de 5 ans, on s'est battu en Indochine. On a dépensé des milliards et des milliards, des centaines de milliers de vies humaines. La fleur française, la jeunesse française, eh bien, est couchée en Indochine. Est-ce qu'on y est resté? On a été au contraire remplacé par des alliés. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une formule, une meilleure formule, pour que l'Indochine arrive à l'état auquel il se trouve?
et qu'elle demeure liée par association avec la France. De sorte qu'en Extrême-Orient, la France n'existe plus au point de vue influence. On aurait pu l'éviter. Vous avez également les difficultés qui sont nées en Tunisie et au Maroc. Il y a eu des tueries et nous avons un drame douloureux que nous vivons actuellement, c'est le drame algérien. La solution n'est pas aussi facile que d'aucuns peuvent le penser, mais il faudra espérer que le général de Gaulle, avec son inspiration, arrivera à vaincre les forces hostiles à une solution humaine pour que l'Algérie reste dans ce grand ensemble qui a été construit jadis, peut-être et quelquefois par la force, mais qui doit, à mon avis, survivre à toutes sortes de difficultés pour que les liens, quelquefois séculaires, qui ont permis à des peuples d'évoluer et d'aspirer à un développement économique et politique des pays qui ont été leurs tuteurs, que cet ensemble puisse se survivre au-delà de notre génération pour la grandeur de l'influence française et en même temps dans le respect de la personnalité des États membres, de la personnalité en particulier et en ce qui nous touche, de la personnalité africaine. Cela est possible, c'est qu'il faudra comprendre que ni les uns ni les autres nous nous gagnerons à une rupture, mais que nous sommes appelés à jouer un grand rôle entre les deux blocs en présence si nous concevons nos relations dans le cadre de l'évolution inéluctable des populations et si nous acceptons qu'un peuple colonisé ne peut le demeurer indéfiniment et qu'aucun peuple ne peut accepter également de perdre indéfiniment sa personnalité. Si nous parvenons à nous mettre d'accord sur ces points qui sont imposés à toutes les époques, à tous les régimes, et qui s'imposent actuellement à nous, eh bien, je puis dire que l'avenir que nous pourrons construire sera un avenir lumineux, éclairé par le flambeau de l'amitié franco-africaine. Monsieur le Président, nous vous remercions de l'exposé très net, très franc et très clair que vous venez de faire. On nous a posé un certain nombre de questions que je vais vous exprimer. Première question. Doit-on considérer que les opinions exprimées dans l'essor n'engagent que les auteurs des articles ou au contraire correspondent à des prises de position du comité directeur de l'Union soudanaise? Je dois préciser que l'Union soudanaise RDA est une, que ce soit sa presse, son comité directeur ou ses organisations. Les articles de l'essor expriment l'opinion. Or, je vous ai indiqué tout à l'heure ce qu'était cette opinion à la veille des élections, pendant les élections et après les élections, lorsque sur le plan métropole n'a pas été décidée la reconnaissance du Mali. Et ces articles de l'essor ont donc exprimé l'opinion réelle de nos militants du comité directeur au moment où se situaient ces événements. Mais étant donné qu'ils sont publiés avec un certain recul, eh bien,
les apaisements que nous avons eus sur le plan métropolitain, les apaisements que j'ai donnés ont paru être contredits par le ton de certains de ces articles qui étaient déjà prêts et qui répondaient au moment où ils ont été rédigés et non au moment où ils ont été publiés, eh bien, au véritable état d'esprit des militants de l'Union soudanaise RDA. Comment doit-on interpréter les discours ou les déclarations d'hommes politiques parlant le plus souvent au nom du gouvernement de la République soudanaise? Ces déclarations sont en effet contradictoires, puisque selon les cas, elles semblent concrétiser une politique de collaboration et que, dans d'autres cas, elles contiennent des menaces voilées. Peut-on espérer une stabilisation prochaine sur ce point précis? Car ces paroles, émanant de personnalités au pouvoir, ont eu de graves répercussions sur le plan économique, de nature à freiner tous les investissements particuliers. La réponse que je viens de donner tout à l'heure va me permettre de donner satisfaction à la question qui vient d'être posée. Je vous ai, dans mon intervention, j'ai mis l'accent sur certaines interventions inopportunes. Non pas de métropolitains d'ici, parce que ici, vous et nous sommes soudanais. Vos interventions se situent dans le cadre des intérêts généraux de l'ensemble de la population soudanaise. Mais lorsque ces interventions nous viennent d'hommes politiques français ou bien de gouvernants français, ils choquent notre conception de notre autonomie. Et lorsque nous décelons à travers certaines attitudes ou bien certaines informations, des velléités d'intervention dans nos affaires, nous réagissons immédiatement et cela peut surprendre les métropolitains qui sont ici et qui ne sont pas informés des causes réelles de notre intervention. Il y a également un autre domaine, et je crois assez compréhensible. Un pays, un parti plutôt, qui pendant 14 ans a été dans l'opposition, et tout le monde sait ce que veut dire l'opposition lorsque ce pays est colonisé. Il subit par conséquent toutes sortes de brimades, il subit des répressions, et quelquefois ces répressions ne trouvent leur justification que dans la raison d'État. Sinon, quelquefois, légalement, elles ne se justifient pas. Donc, lorsque ce parti de l'opposition se bat pendant 14 ans et arrive à être au pouvoir, les séquelles de l'esprit qui a présidé aux répressions et aux brimades persiste, parce qu'il n'est pas donné à tous les hommes cette rapidité d'adaptation qui fait que, hostile à une équipe à un moment donné, il faille modifier son comportement pour collaborer avec cette équipe. Et nous avons senti dans certains domaines de l'administration des velléités de résistance à notre gouvernement, et comme nous n'entendions pas échouer dans notre action, et comme nous n'entendions pas échouer dans notre entreprise que nous avons conquise au prix de 1000 difficultés, et quelquefois même au prix du sang, hélas, nous étions obligés, d'exprimer des avertissements parfois très sévères qui frôlaient la menace. Et c'est ainsi que lorsque nous avons eu le sentiment que tel service, par son action, risquait de compromettre l'action du gouvernement,
nous avons été amenés à donner des avertissements sur un ton élevé. Mais s'il n'y a aucune raison qui puisse justifier cette intervention, eh bien, c'est le langage de la collaboration que nous donnons. Et malgré quand même, quelquefois, les menaces que nous formulons, elles n'excluent pas notre volonté de collaboration. Et je crois même qu'elles facilitent notre volonté de collaboration parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Mieux vaut prévenir que d'avoir à guérir. Donc, mieux vaut prévenir que d'avoir à agir, ce qui risque, à mon avis, de rendre la situation encore beaucoup plus grave. C'est ce qui explique, eh bien, ces divers tons que vous constatez quelquefois. Voici une autre question. La République soudanaise projette-t-elle de contracter avec la République française une convention d'assistance technique comparable à celle conclue entre le Sénégal et la France? Quel sera dans un proche avenir le rôle joué par les fonctionnaires métropolitains? Il est indéniable que les États d'Afrique, qu'ils soient d'Afrique occidentale ou d'Afrique équatoriale, n'ont pas tous les cadres nécessaires pour une saine et efficace administration. Donc, nécessairement, ils seront obligés de faire appel à des techniciens français. Et c'est la raison pour laquelle la République soudanaise signera avec la France une convention d'assistance technique dans la même forme que celle signée avec le Sénégal. Et pour ce qui est des fonctionnaires métropolitains, et je crois que dans ce domaine, la France elle-même, par les conventions d'assistance technique, précise les conditions d'utilisation de ces fonctionnaires. Ils sont utilisés dans la mesure où leur utilisation se justifie. Mais si elle ne se justifie pas, à ce moment, la question de leur utilisation ne se pose pas. Si, par suite du développement de l'enseignement, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, l'Afrique ou le Mali arrive à avoir suffisamment d'instituteurs ou bien plus d'instituteurs qu'il n'en faut, est-ce qu'il est pensable qu'elle puisse à ce moment faire appel à des fonctionnaires, des instituteurs français? Je ne le crois pas. Parce que la colonisation elle-même travaille contre elle-même. La colonisation prépare son lit, puisque par la colonisation, on fait évoluer les populations autochtones, on élève leur niveau intellectuel, on les pousse aux cadres les plus élevés dans la hiérarchie au point de vue administration. Il est concevable qu'au fur et à mesure que les cadres autochtones se forment, ils prennent la place des cadres, des éléments colonisateurs. C'est tout à fait normal. Monsieur le Président, une autre question. Les services de la justice ont été rattachés au gouvernement fédéral du Mali. La justice continuera-t-elle à être rendue, comme par le passé, par des magistrats justifiant de diplômes universitaires, tels la licence en droit, ou au contraire, envisage-t-on de créer une catégorie de magistrats non diplômés issus de l'administration? La justice restera-t-elle totalement indépendante du pouvoir exécutif? Dans cette question, il y a 2 points. Les relations de la justice avec l'exécutif, c'est le deuxième. Et le premier point pose, à mon avis, un principe que je formule par une question. Oui ou non, les justiciables doivent être, dans la mesure du possible, placés le plus près possible de la justice. Sans être du corps, moi je dis oui. Et étant donné que, budgétairement,
nous n'aurons pas la possibilité de pourvoir tous les grands centres de juridiction souhaitables. Nous serons obligés, en dehors des grands centres, de créer des juridictions pouvant être tenues par des Africains ayant une certaine expérience de la justice. Parce que s'il faut que le justiciable de Kolokani ou bien de Nara soit jugé à Bamako, on ne considère pas le temps qu'il perd, ne serait-ce quelquefois comme simple témoin, pour se rendre ici. Si on a la possibilité de rendre la justice à Kolokani, de rendre la justice à Nara, à moindre frais, je crois d'ailleurs qu'on rehausse le prestige de la justice, parce que vous savez qu'en Afrique, nous nous sentons vraiment la portée de la justice que lorsque la sanction frappe immédiatement après le délit. Mais si le délit, si la sanction n'intervient que plusieurs mois après, quelquefois plusieurs années après, le justiciable avait presque oublié la gravité de sa faute et il pense et il trouve que la sanction dont il est frappé dépasse la force, la valeur du délit qu'il avait commis. Et d'autre part, lorsque le justiciable est obligé de venir perdre du temps de Nara à Bamako, de Kolokani à Bamako, alors qu'il n'habite pas ici, eh bien, quelquefois, il arrive qu'il renonce au bénéfice même de la justice parce que ça lui fait perdre du temps. Et c'est ainsi que vous avez des gens qui sont victimes, mais qui préfèrent ne pas porter l'affaire devant la justice parce qu'ils ne savent pas comment la chose va arriver à son issue. Et de telle sorte que si nous avons la possibilité, avec des Africains ayant une certaine formation judiciaire, eh bien, de les placer dans des centres où la justice telle qu'elle est conçue, selon la norme occidentale, ne peut pas intervenir, eh bien, nous le ferons. Et c'est ainsi que dernièrement, la République soudanaise a été amenée à nommer certains greffiers en chef à la tête de certaines juridictions à l'intérieur du Soudan. Et cela, nous le faisons dans l'intérêt de la justice pour que son rôle puisse être mieux compris, également dans l'intérêt des justiciables. En ce qui concerne maintenant les relations entre la justice et l'exécutif, je suis très heureux de cette question parce que en d'autres lieux, j'ai eu l'occasion d'en parler. Un État est un tout, un ensemble. L'État doit à ses administrés, eh bien, la jouissance de leur liberté. L'État doit apporter à ses administrés la paix et l'ordre sans lesquels aucun État ne peut être viable. De telle sorte que ce soit l'exécutif, que ce soit la justice, l'un et l'autre ont le devoir d'apporter leur concours à l'ensemble des citoyens, à l'État, pour que l'ordre public soit respecté. Or, nous sommes dans une période transitoire. Nous sommes allés de l'étape de la loi cadre qui était une semi-autonomie et où, par conséquent, tous les organes administratifs n'étaient pas encore sous l'autorité des représentants du pays. Nous sommes arrivés à l'étape de l'autonomie. Ça fait donc un changement d'autorité presque sans transition. Et les populations africaines qui étaient donc habituées par notre propre action politique à l'opposition pendant 14 ans, eh bien, ne peuvent pas quelquefois comprendre
la rigueur de certaines mesures nécessaires et quelquefois ne veulent pas se plier à ces mesures. Et les sanctions qu'appelle le non-respect de ces mesures, compte tenu de la mentalité dont je parlais tout à l'heure, doivent être immédiates et quelquefois doivent être prises pour servir d'exemple. Mais si le service judiciaire demeure dans le cadre strict de ces textes, ce sont des textes morts, qui manquent de vie, qui sont sans âme. Eh bien, si ces textes-là ne sont pas placés dans un contexte humain, en tenant compte de la mentalité des justiciables, eh bien, la justice ne devient pas à ce moment un facteur déterminant dans le rétablissement ou bien dans l'établissement de l'ordre dans le pays. Je m'explique. En période normale, refus de payer l'impôt, ça demande 3 mois, ça peut demander au maximum 3 mois de prison ou même une simple amende. Mais dans une période transitoire, où le pouvoir est passé aux enfants du pays, et où par conséquent les populations se disent, nous avons nous-mêmes le pouvoir, et ne comprennent pas que ces enfants qu'elle-même a élevés au pouvoir puissent lui réclamer des impôts, puissent prendre des mesures qui aliènent une partie de ses libertés, eh bien, si des mesures énergiques ne sont pas prises à ce moment, eh bien, c'est le désordre, c'est l'anarchie, c'est le chaos, et à ce moment, on arrive à la conclusion suivante, les Africains sont incapables de se gouverner. Et c'est la raison pour laquelle la justice doit se placer dans cette ambiance. Et compte tenu de cette modification de statut, et compte tenu également du fait que les populations ne saisissent pas la nuance qu'il y a entre une institution politique et une institution gouvernementale, qu'elles ne peuvent pas comprendre que les hommes qui sont leurs dirigeants politiques puissent prendre telle ou telle mesure nécessaire sans lesquelles c'est l'anarchie. Et la justice doit donner plus de vie, plus d'âme à ces textes, à ces sanctions, pour que les sanctions qu'elle prend soient des exemples dont les autres puissent s'inspirer pour ne pas commettre les mêmes fautes. C'est la raison pour laquelle l'indépendance de la justice, elle est dans les textes, mais est-ce qu'elle est effective? Je le dis parce que j'ai des exemples que personnellement j'ai vécu en France. Nous avons eu plusieurs scandales qui auraient pu amener des hommes et même des gouvernants à la prison. Mais est-ce que la justice n'a pas tenu compte de la raison d'État? Est-ce que la justice ne s'est pas placée dans l'ambiance du gouvernement pour classer purement et simplement ses affaires? Il y a d'autres exemples. Il arrive souvent qu'un ministre intervienne auprès de la justice pour arrêter telle affaire ou bien pour frapper durement tel délit, parce que à ce moment, si on ne le frappe pas durement, ça risque d'être renouvelé, de créer des étincelles qui peuvent gêner la vie du pays. Et la justice, qui place son action dans le cadre général de l'établissement de maintien de l'ordre, suit les directives du ministre intéressé